5 minutes, juste question pour introduire le suivant. Nadine, vous avez la parole. Je vois Merci. que vous êtes du Sénégal. Oui, en fait, oui, je suis basée au Sénégal. Magnifique. Oui. Bon, très bien. Donc, Nadine, vous avez la parole. alors je me permets d'interrompre. Donc, Nadine, oui, bonjour, merci beaucoup Oui. d'être avec nous. Donc je suis Joëlle, c'est juste, comme vous êtes au téléphone, je vais passer vos slides. Donc juste, faut que vous me disiez suivante, quand vous voulez que je passe au slide suivant. Là, on est sur la page de couverture de votre présentation, la page de titre. D'accord. Voilà, Ok. je vous redonne la parole. Donc, voilà. Oui, merci. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de me présenter, mais je suis juste Nadine Koné, basée au Sénégal, pour Oxfam, travaillant sur le programme Industrie extractive dans la région Afrique de l'Ouest. Je suis originaire du Burkina, mais ça fait 15 ans que je suis au Sénégal. Et j'ai travaillé avec OSF pour le même programme de gouvernance économique sur les questions d'industrie extractive, de corruption, de budget, et depuis 2013 avec Oxfam sur les questions d'industrie extractive également. Aujourd'hui, je vais parler un peu du travail d'Oxfam au niveau de la région. Quand on parle de région Oxfam, on a 5 pays focus, le Mali, le Burkina, le Sénégal et un peu, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Ghana, un peu le Nigeria, où nous avons des interventions au niveau des pays. Au niveau de la région, nous travaillons plutôt à influencer les politiques régionales, donc notamment les politiques de la CEDEAO et celles de l'UEMOA. Et pourquoi ce travail envers les politiques régionales? Parce que dans le travail que nous faisions au niveau national, nous nous sommes rendus compte du gap qu'il existait quelquefois dans les cadres normatifs et les lois, les politiques. Et nous avons pensé qu'avoir au niveau régional un cadre pourrait donc pallier à certaines des insuffisances des cadres normatifs nationaux. C'est ainsi que nous avons commencé en 2006 à travailler avec la CEDEAO pour l'adoption commun pour réguler le secteur géoextractif. Nous avons commencé ce travail à la lumière des insuffisances que nous avions remarquées, surtout en ce qui concerne les droits des communautés, parce que le point d'entrée d'Oxfam dans la région, au niveau des différents pays, a été donc le travail avec les communautés. Nous sommes une organisation que nous appelons une organisation sur le travail de développement basé sur les droits. Et nous nous positionnons donc aux côtés des groupes les plus, disons, vulnérables, même si je n'aime pas beaucoup le mot, pour essayer de défendre donc leurs droits vis-à-vis des autres acteurs du secteur qui sont beaucoup plus puissants et qui ont beaucoup plus de pouvoir. Donc en travaillant avec les communautés, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du droit des communautés, la protection du droit des communautés, il y avait quand même des limites en ce qui concernait le cadre normatif des différents pays. Et nous avons commencé une campagne que nous avons appelée Right to Know, Right to Decide, qui est en lien avec le FPIC, donc le Free Prior Inform, le Free Prior, excusez-moi, donc le consentement préalable libre et éclairé en français des populations, qui est un droit qui est octroyé aux communautés indigènes à pouvoir donc décider, participer à la prise de décision qui concerne l'exploitation des ressources naturelles sur donc le territoire où elles habitent, où elles sont, disons, installées depuis des décennies et où elles ont toutes leurs activités. Donc nous avons essayé de promouvoir donc, ce principe qui est initialement pour les communautés indigènes, aux communautés autochtones en Afrique de l'Ouest, mais nous nous sommes rendus compte qu'avec la nature des cadres normatifs que nous avions, c'était un peu difficile, surtout d'un point de vue juridique, de défendre ce droit des communautés à participer à la prise de décision. Donc c'est le déclic qui nous a fait regarder au niveau de la région et voir si on pouvait avoir disons, une législation de ce type pour protéger les communautés. Et cela a coïncidé avec l'agenda aussi de la CEDEAO de développer un cadre commun aux pays de la région. Et nous avons décidé donc de travailler main dans la main avec la CEDEAO et de donc faire intégrer cet article ou en tout cas
disons, ce cadre normatif pour le droit des communautés dans donc le cadre global sur laquelle on travaille. Donc nous avons commencé à travailler avec la CEDEAO en ayant en tête et comme objectif final d'avoir un cadre, d'avoir à la fin du compte un code minier qui soit commun à tous les 15 pays de la CEDEAO et que ce code minier-là soit vraiment soucieux du droit des communautés. Donc, juste pour introduire, ça a été un peu long sur l'introduction, mais je voulais vraiment situer pourquoi est-ce que nous considérons que cet outil, donc cet instrument que nous avons en ce moment, la directive notamment, est un instrument qui nous permet donc de travailler à la défense des droits des communautés. Donc, sur la slide suivante, je vous présente un peu le cadre normatif et politique de la CEDEAO. Quand nous avons commencé avec le but d'avoir un code minier, on nous a fait comprendre que dans le processus de légifération, il nous fallait d'abord une directive, ensuite par la politique de développement minéral, pour enfin avoir le code minier. Donc, slide suivante. Suivi donc ce processus de légifération à la CEDEAO, en commençant avec une directive. Les avantages d'une directive, c'est que de cette directive en particulier, c'est qu'elle allait nous permettre donc de pallier les faiblesses des codes nationaux, d'harmoniser un peu le cadre politique et normatif dans le secteur en Afrique de l'Ouest, d'éviter la concurrence malsaine et déloyale qu'il y a entre les pays, surtout en ce qui concerne les avantages fiscaux que les pays accordent aux compagnies pour attirer les investisseurs, et d'accroître le pouvoir de négociation des pays vis-à-vis des grandes multinationales. Parce que quand on est 15 vis-à-vis de ces compagnies-là, ça nous donne beaucoup plus de poids qu'un seul pays dont le PIB souvent n'atteint même pas donc les chiffres d'affaires ou le capital de ces grandes compagnies. Donc l'idée au départ, c'était vraiment de commencer à créer un cadre qui permettrait d'harmoniser toutes ces politiques et ces cadres normatifs différents et disparates pour arriver à quelque chose de commun en fin de compte. Slide suivante, je suis à la slide 4. Et tantôt, comme je le disais, nous, en tant que société civile, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de faire prendre en compte les droits, les préoccupations des communautés et de pouvoir avoir un instrument qui défend leurs droits. C'est quand cela qu'en tant que société civile, nous avons participé à l'élaboration de la directive et nous nous sommes beaucoup focalisés sur des points comme la participation des communautés. C'est ainsi que si vous prenez la directive de la CEDEAO, vous verrez une mention spécifique sur le fait que les communautés doivent être consultées avant le début de chaque projet et tout au long du projet. Donc c'était un point essentiel pour la société civile que nous avons réussi à faire intégrer dans la directive. Nous avons aussi des points sur lesquels nous avons beaucoup discuté en ce qui concerne les droits humains, la protection de l'environnement. Et une autre chose qui était pour nous importante, c'était aussi la question de la transparence, le droit aux communautés de savoir combien leur pays retire de l'exploitation des ressources. Nous avons insisté pour que l'initiative pour la transparence dans les industries soit un point qui soit aussi pris en compte dans la directive et qui recommande aux pays donc de rejoindre l'initiative afin que les données sur les paiements puissent être publiées et que les citoyens et les communautés puissent avoir accès à ces données-là. Slide suivante, je suis à la slide 5. Donc nous avons réussi en tant que société civile à faire prendre en compte un certain nombre de nos préoccupations dans la directive, mais la limite de la directive, c'est qu'elle est contrainte dans ses objectifs, mais les modalités de réaliser ces objectifs sont laissées à l'appréciation des États. Donc, bien que nous ayons réussi à faire prendre en compte dans la directive la question de la consultation obligatoire des communautés, il est laissé à l'appréciation de chaque État de mettre en œuvre cette disposition-là au niveau de son propre contexte. Et c'est ça qui fait un peu la limite de la directive. Déjà, pour être appliquée aux États membres, elle doit être publiée au journal officiel
de la CEDEAO, ce qui a été bien sûr fait depuis longtemps, mais chaque État doit aussi la publier dans son journal officiel et elle doit être intégrée dans les textes nationaux pour pouvoir entrer en force. Nous avons quelquefois un défi avec la mise en œuvre de cette directive. Donc, la slide suivante, à la slide 6, nous avons un peu fait l'état des lieux des pays qui ont la directive au journal officiel. Vous avez 8 pays qui sont mentionnés. 3 autres pays, au moment où l'on faisait cet état des lieux, étaient en processus mais n'avaient pas terminé parce qu'il faut publier, envoyer une note à la CEDEAO pour mentionner et donner la preuve qu'on a publié. Et il faut aussi commencer le processus après d'internaliser cela dans son corpus législatif national. Pour ce qui est de l'internalisation, un certain nombre de pays ont commencé cette internalisation parce qu'ils ont révisé leur code minier après l'adoption de la directive en 2009. Donc on a la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal est en train de le faire, le Ghana aussi a commencé son processus de révision du code minier et le Mali est en train de revenir sur une révision qui a été finalisée en 2012. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous, l'internalisation? Parce que c'est en ce moment que les États décident de la manière dont ils vont donc prendre en compte les dispositions de la directive dans leur corpus national. Et c'est en ce moment que nous essayons aussi de travailler avec nos partenaires au niveau national pour jouer de leur influence et faire en sorte que les dispositions que nous avons réussi à avoir dans la directive, notamment toutes celles qui concernent la communauté, soient aussi retranscrites dans le corpus national. Jusque-là, je dois dire que cette prise en compte de la directive a été faite à différents degrés. Et disons que le point qui a été un peu compliqué pour nous à faire prendre en compte, c'était vraiment la question de la consultation des populations. C'est une disposition qui est vraiment difficile à faire intégrer en tant que telle dans le cadre normatif national des pays, de par l'expérience que nous avons eue avec tous les pays qui ont révisé leur code après l'adoption de la directive. La réponse qu'on nous donne, c'est que de toute façon, ce processus de consultation existe, parce qu'on fait disons, avant de commencer un projet, on fait toujours une étude d'impact environnemental et social, et que dans le cadre de cette étude-là, les populations, dans tous les cas, sont consultées et peuvent donner leur feedback sur la mise en œuvre du projet. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de failles dans ce processus et que la manière dont elle est faite ne répond pas forcément aux standards et aux attentes du processus du FPIC, donc du consentement préalable libre et éclairé. Mais nous sommes toujours en train de travailler à suivre un peu ce processus disons des études d'impact environnemental et social pour justement prouver que les standards appliqués à faire ces études-là et à prendre en compte la vie des populations ne répondent pas du tout à ce qu'on attendait dans l'esprit de la consultation des communautés, tel mentionné dans la directive. Un autre point qui a été pris en compte par contre, d'une meilleure manière par les pays qui ont révisé leur code après l'adoption de la directive, c'est par contre la question du développement local qui était aussi une de nos préoccupations. Et une des dispositions de la directive recommandait aux États de redistribuer une partie des revenus issus du secteur minier et gazier et pétrolier, de le redistribuer au sein des communautés qui sont les plus affectées par les opérations et laisser éventuellement la liberté au pays de voir comment est-ce qu'ils allaient, disons, mettre en pratique cette disposition. C'est ainsi qu'un certain nombre de pays ont créé des fonds de développement locaux et ont décidé de reverser une partie non seulement des redevances de l'État, mais aussi d'amener les compagnies à contribuer à ces fonds de développement locaux-là, qui vont être reversés donc aux communautés pour le développement au niveau local. C'est l'une des dispositions quand même qui a été prise en compte
à différents degrés par les pays qui ont donc révisé leur code après l'adoption de la directive. Donc, slide 8. Je ne sais pas si ça passe. Voilà. Il vous reste 1 minute, Nadine. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il vous reste 1 minute, mais je vous donne 1 minute de mon côté. 3 minutes. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Il me reste 3 minutes. Allô? On peut dire 3 minutes. Mais je vous donne 1 minute de mon temps. Ok, d'accord. Allez-y. Donc, je suis à la slide 9 parce que je me suis rendu compte que la slide 8 était vierge. Donc, voilà, la slide 9 parle des prochaines étapes pour nous en tant que société civile. Comment est-ce que nous allons faire pour que les dispositions que nous avons réussi à avoir dans la directive puissent vraiment être, disons, que les pays s'en approprient et puissent les mettre en œuvre afin donc de renforcer la protection des droits des communautés. Donc nous avons commencé à encourager les pays qui ne l'ont pas fait à publier la directive dans une forme de plaidoyer que nous faisons au niveau des pays avec nos partenaires. Même si on s'est rendu compte que certains pays publient, mais quand il s'agit de prendre en compte les dispositions, font moins bien que des pays qui n'ont pas publié. Alors on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément là-bas qu'il fallait mettre nos efforts. Par contre, à chaque fois qu'il y a une révision de code minier dans un pays membre de la CEDEAO, nous veillons à ce que l'internalisation un certain nombre de dispositions qui vont permettre de renforcer les droits des communautés. Et nous travaillons aussi à promouvoir la mise en œuvre du plan d'action de la politique de développement minéral qui est plus axé vers l'amélioration de la gouvernance du secteur. Mais et surtout, nous travaillons à réclamer que le code régional, qui était notre objectif de départ, voit le jour. Donc, je peux dire qu'en ce moment, au moment où je vous parle, la priorité pour nous, c'est d'avoir vraiment un code régional coercitif et qui reprenne, en tout cas, dans la plupart de son contenu, les dispositions essentielles de la directive. Et je dois dire que nous sommes en direction avec la CEDEAO pour voir dans quelle mesure nous pouvons donc participer au processus de formulation de ce code régional. Et juste pour faire un peu le point, en 2015, nous avons rencontré la CEDEAO avec quelques représentants de la société civile. Nous nous sommes entendus sur la mise en place d'un groupe de travail qui va réfléchir à l'établissement d'un cadre formel et permanent de la CEDEAO et la société civile régionale. Ce cadre de travail devant nous permettre de pouvoir donc participer à la formulation de toutes les politiques de la CEDEAO en ce qui concerne le secteur des industries extractives, afin de nous assurer donc que les préoccupations des populations, des citoyens sont prises en compte. Et il y a quelques semaines, j'étais encore à Abuja pour parler de la mise en place de ce cadre de travail avec la CEDEAO. Voilà. Bon, donc, Nadine, je me permets de vous interrompre parce qu'on a bouffé le temps imparti. Ne vous inquiétez pas, c'était ma dernière slide. Bon, merci beaucoup. Monsieur Diabaté, Monsieur Diabaté, J'ai envie de vous laisser parler parce que... Oui. Ouais. Oui. Mais Monsieur Diabaté, oui, c'est Joël qui parle. En fait, la dernière intervention donc de Aïda Tamboura sera sans doute plus courte. Enfin, sera plus courte parce que c'est un enregistrement. Donc vous avez un peu de, enfin, 5 bonnes minutes de rab. Voilà, donc vous les distribuez comme vous voulez. D'accord. Je vous remercie, je vous donne la parole. Okay. D'accord, ok. Ok. Donc Voilà. je vais profiter de Nadine sur le plateau pour grignoter dans les 5 minutes. Nadine, je suis à l'aise quand je vous entends parler. J'ai noté ça et là, le travail dans le cadre normatif, j'ai entendu la participation des communautés aux retombées. Vous avez parlé d'un travail juridique avant une législation commune. Vous avez parlé du code minier commun qui protège la communauté. Vous avez parlé de la faiblesse des codes miniers, donc directive élaborée, harmonisation. Alors, j'ai 3 petites questions. Qui sont relatives à la problématique que vous posez. Par exemple, participation des communautés avant le début de chaque projet. Mais je pense qu'avec l'expertise que nous avons ici au Mali,
la plupart des temps, c'est que les sociétés minières, quand ils viennent, leur premier interlocuteur, c'est l'État. Et je pense que c'est à ce niveau que la communauté locale doit être partie prenante pour que toutes les décisions soient prises. Parce que l'État d'abord fait les textes, les conventions, les législations avec les sociétés minières et ensuite on informe les communautés locales. Donc les communautés locales ne sont pas au même niveau de compréhension et d'élaboration. Donc ils sont informés par la suite. Donc je suis tout à fait en phase avec vous. Quand vous dites qu'il faut la participation, moi je renforce que cette participation partie prenante doit commencer depuis le jour où une société burkinabé, sénégalaise vient au Mali pour demander un permis. À ce niveau, la société civile doit être là. Ça, je suis vraiment tout à fait en phase avec vous. Maintenant, vous avez parlé du journal officiel, oui. Mais quand vous tenez compte de la réalité de nos différents pays, 70% analphabètes, le journal privé, c'est pour les intellectuels. Et ils savent déjà de quoi il s'agit parce que c'est eux qui sont à la base de la rédaction des textes. Et je pense que cet esprit doit être revu pour essayer de donner l'information aux communautés locales dans une langue ou par une méthodologie de façon à ce qu'ils puissent s'imprégner des décisions qui ont été prises. Vous avez parlé de la problématique que vous rencontrez dans la concertation au niveau de la population, difficile à faire dans le cadre normatif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, il est indéniable que l'administration, les différentes administrations doivent comprendre que le fait de ne pas aller à l'école n'est pas un handicap, mais ce qui est important, c'est que les gens soient informés et on peut les informer dans leur langue. Donc, vous avez parlé de développement local, distribuer une partie aux populations, tout à fait d'accord avec vous aussi, par la création d'un fonds de développement local à l'adresse aux communautés. Tout est connu, tout est possible. Ce qui m'amène à faire une proposition par rapport à tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, M. Alaise, Joël m'entend bien. Ce réseau, on peut le renforcer pour être une société civile très forte et faire front aux administrations de nos États qui sont toujours là, très très nostalgiques du passé et ils ne comprennent pas que le monde est en train de changer autour d'eux. Vous avez parlé enfin de la création d'un groupe de travail au cadre de concertation au niveau de la CEDEAO. Oui, ce plateau, ce réseau que nous sommes en train de faire peut être renforcé de façon à ce qu'il soit inscrit et pris en compte pour toutes les rencontres au groupe de travail. Donc j'avoue que Nadine, j'avais envie de vous laisser parler, mais ne quittez pas, je vous reprendrai parce que Joël vient de me dire que j'ai encore 5 minutes de réserve derrière. Donc je reviendrai à vous juste le temps d'introduire Ibrahima Ndiaye, mais félicitations, bravo.